ça fait 60 ans que je fais du théâtre. Je pense que je fais un théâtre qui ne ressemble pas à la majorité des spectacles. Oui. Et si on peut dire les choses simplement et rapidement, ça tient plus à la littérature qu'au théâtre lui-même. C'est-à-dire que j'essaye de montrer la théâtralité de l'écriture, conforté en cela par Méchonic, qui est un linguiste, dont j'ai monté les traductions des psaumes, conforté aussi par Duras, qui a carrément refait une pièce qu'elle avait déjà écrite, dont elle n'était pas contente, qui s'appelait Les Védiques de la Seine-et-Oise. Elle a refait sur la forme de la montre anglaise. Et elle m'a demandé de faire une mise en scène de cette forme-là nouvelle qui repose complètement sur l'écriture. Donc l'écriture est pour moi un élément primordial, essentiel même, du travail qu'on appelle le théâtre d'habitude. Oui. Donc, en parlant d'écriture, John Fosse, Maeterlinck, Nathalie Sarraute, ce sont toutes ces personnes qui vous ont inspiré? Oui, plus récemment, Tarjei Vezos Oui. et Trakl, qui n'est pas tout à fait un contemporain puisqu'il est mort en 1917, mais qui est dans la modernité absolue, il me semble. Oui. Enfin, c'est assez connu les auteurs auxquels je me suis intéressé. Il y a eu aussi Sarah Ken. Oui. Il y a eu un très grand nombre. Ça a commencé avec des anglo-saxons, beaucoup, Edward Bond en particulier, James Saunders. Euh, Puis je me suis tourné un peu vers l'Allemagne avec Peter Handke et Boto Strauss. Euh, et plus récemment, donc, je suis monté vers les pays nordiques, spécialement la Norvège. Oui. Donc, on retrouve quasiment dans tous vos spectacles le silence. Alors, pourquoi le silence? Ben, parce que le silence pour moi est primordial, c'est-à-dire que on vit dans un monde agité, dans un monde rapide et dans un monde extraordinairement bruyant. Donc il faut regarder à l'envers, qu'est-ce qui se passe si on laisse tomber tout ce brouhaha. Et le silence prolonge le texte, en fait. Nathalie Sarraute disait même que le l'écriture sert à créer une matière silencieuse qui est bien plus vaste que les mots. Donc c'est cette matière silencieuse qui m'intéresse et c'est là-dessus que j'essaye de travailler essentiellement. Ce qui fait de vos œuvres des œuvres intemporelles, parce que le silence, il n'y a pas de limite, hein. Ben, c'est une chose très ancienne qui était respectée autrefois, qui ne l'est plus guère maintenant. Oui. Mais c'est certain que par le silence, on arrive à une connaissance autre, différente que ce qu'on connaît par la parole et par le bruit. Si on veut être en relation avec ce qu'on peut appeler une vie intérieure, ça ne peut se faire que dans le calme et dans le silence. C'est pas dans le brouhaha qu'on peut euh, atteindre ces choses-là. Le temps également est important chez vous. Ben, c'est important. Ce qui est important, c'est là aussi de casser les habituelles définitions du temps. Oui. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est que le temps. Mm. Euh, donc, pour donner des exemples, justement, en ce moment, avec Traquel, je travaille sur une brochure de 4 pages
et le spectacle dure un peu plus d'une heure. D'accord. Donc ça veut dire justement qu'il y a beaucoup de silences qui font partie du spectacle, qui font partie de l'expression des choses. Et à ce sujet, Méchonic disait que le silence n'est pas un arrêt du langage, que c'est une forme de langage en fait. D'accord. Et c'est vrai que le silence parle beaucoup, nous atteint dans plusieurs dimensions et dans beaucoup d'endroits de notre être. Pourquoi le silence effraie tant les gens, selon vous? Ben justement parce que ça les empêche de se distraire dans le brouhaha quotidien Oui. et en même temps, justement, comme ça les met en relation avec des choses essentielles et spécifiquement avec eux-mêmes, ils ont peur d'être en relation avec eux-mêmes. C'est très clair. Oui. Donc, d'autres aspects qui sont intéressants chez vous, la notion de la mort et de la folie. Euh, oui, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais pas seulement parce que c'est la mort et la folie. Il se trouve que l'a dit bien avant moi, que le théâtre est très proche de la mort et que la scène est un endroit très proche de la mort. D'ailleurs, chez les Japonais, l'entrée des acteurs se fait comme en sortant du monde des morts. Et la mort est très présente dans le no, mais elle est très présente dans une forme beaucoup plus récente qui est le buto. Euh, donc j'ai un peu travaillé avec les Japonais, je me suis intéressé à ces régions-là. D'ailleurs, vous avez fait une pièce avec eux, intérieure. J'avais créé Intérieur il y a très longtemps, au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, avec des acteurs français. Et il se trouve qu'un producteur, un metteur en scène, Miyagi, euh, avait invité le poème de Pessoa, Oui. qui s'appelait Aude-Maritime. Et après cette représentation, il m'a demandé si j'accepterais de venir faire une création en japonais avec ses acteurs de sa troupe. D'accord. Donc j'ai immédiatement proposé Intérieur et ça s'est fait. Il est d'ailleurs question qu'on le reprenne peut-être d'ici 2 ans, mais ce n'est pas encore une certitude. Je n'ai eu aucune difficulté à travailler avec des acteurs japonais. D'accord. Et je ne crois pas qu'eux-mêmes aient eu des difficultés. Oui. La sensation que j'ai, c'est qu'ils ont été très heureux de cette expérience. Et je les ai initiés justement à la lenteur et à la force du silence. Et je pense qu'ils ont très bien compris l'intérêt de cette recherche, quoi. Donc l'échange s'est fait très facilement et très profondément, il me semble. Ce qui fait que si on le reprend, ils m'ont déjà tous dit, toute la troupe, qu'ils étaient libres, qu'ils se libéreraient pour faire cette reprise-là. Donc, quelles sont les personnalités qui vous ont le plus marqué au cours de votre vie? Bon, c'est ce qu'on a déjà cité, c'est-à-dire Duras, Sarraute, Méchonic d'une certaine façon, qui a écrit quelque part qu'il y a une théâtralité inhérente à l'écriture. Donc c'est cette théâtralité-là que j'essaye de rencontrer. Oui. Des Le- comédiens, des Comment? comédiennes, des comédiens, des comédiennes qui vous ont impressionné? Bon, oui, il y en a, bien sûr, mais j'ai été très influencé par Delphine Seyrig, qu'on ne connaît peut-être plus beaucoup maintenant,
à part le film sur Marianne Bann. Mais c'est une époque où elle a accepté de travailler avec moi alors que j'avais rien fait au théâtre, j'avais fait aucune mise en scène. D'accord. J'avais été un peu assistant, mais c'est tout. Oui. Et elle a accepté de s'engager dans des projets que j'avais. Et à partir de là, et pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec elle. Et elle m'a beaucoup appris parce qu'elle en savait beaucoup plus que moi sur le théâtre. D'ailleurs, elle a été formée en Amérique, chez Strasberg. Donc, elle m'a mis en contact avec ces théories-là, qui sont différentes un peu des habitudes françaises. Donc en parlant justement, ce qui est intéressant aussi, l'ambiance de la scène, la décoration de la scène, vous mettez aucun décor. Ça rejoint un peu Peter Brook, quoi, l'espace vide. Ben, le vide, c'est comme le silence. Voilà. J'y crois beaucoup. C'est certain qu'il ne faut pas encombrer le Oui. plateau d'un tas d'objets plus ou moins décoratifs ou plus ou moins signifiants, Oui. ou qu'on croit signifiants, Oui. alors que très souvent ils ne signifient strictement rien qui est de moindre intérêt. Aucun parasite, quoi. Vous mettez aucun parasite, que ce soit émotionnel ou matériel. Il faut mieux éviter les parasites. Oui. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour ceux et celles justement qui veulent se lancer dans le théâtre? Se lancer, c'est une drôle d'expression. Oui. Euh, non, je n'ai pas de conseils à donner parce que ce que j'ai découvert, je l'ai découvert par moi-même et je l'ai découvert en travaillant sur le travail et par le travail. Oui. Et donc beaucoup à partir des écritures que j'ai eu la chance de rencontrer et des écrivains que j'ai fréquentés à cette occasion. Parmi lesquels, j'ai oublié de citer tout à l'heure Peter Handke, Oui. qui a été très, très important avec La Chevauchée sur le lac de Constance, qui a été d'ailleurs un échec public, c'est-à-dire que les gens se sortaient en cours de spectacle, D'accord. et qu'on ne fallait pas du tout cette démarche et ils ne voulaient pas suivre du tout. Donc ça a été un peu une bataille. Maintenant, Handke est devenu un des premiers écrivains européens et même internationaux. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance de par les personnalités que j'ai rencontrées, que ce soit des auteurs, que ce soit des acteurs. Et en ce qui concerne les acteurs, je tiens beaucoup à dire que j'ai travaillé, c'est vrai, avec ce qu'on appelle les plus grands acteurs, les plus connus, les plus célèbres, comme Madeleine Renaud, comme Pierre Brasseur, par exemple. Mais j'ai fait aussi beaucoup d'enseignements dans les écoles d'art dramatique et il m'est arrivé de découvrir des jeunes élèves très doués avec lesquels j'ai fait des spectacles, à qui j'ai confié des spectacles. Oui. Et parmi ces découvertes, il y avait Martial Di Fonzobo, il y a eu depuis Laurent Casanave. Oui. Donc l'école apprend à celui qui enseigne. Oui. Et il est certain qu'on y découvre un terrain vierge, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore déformés par les habitudes professionnelles, par les recettes de succès, la façon dont on croit qu'il faut exercer ce métier qui est complètement erroné. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du théâtre actuel par rapport au théâtre à l'époque, en termes de qualité? Je ne peux pas parler de ça, je ne sais pas. Ouais, c'est trop vaste comme question. C'est pas que c'est trop vaste, c'est que je ne sais pas vraiment. Oui. Euh, on ne sait pas ce que le théâtre est en train de devenir. Oui. On ne sait pas exactement ce qu'est le théâtre, où il Oui. commence et où il s'arrête. Oui. En ce moment, la mode est au mélange de la danse, de la musique, de tous les éléments, ce qui peut être
intéressant si on le fait vraiment. Il ne suffit pas seulement de faire coexister des formes de travail différentes. Et il s'agit de voir comment on pourrait découvrir un univers pas encore découvert. Oui. Parce que si c'est pour refaire ce qu'on a déjà fait ou ce que les autres font ou ont fait, évidemment ça n'a aucun intérêt. Explorer l'inconnu, c'est ce qui vous passionne, ce qui Ben, vous attire. oui, je pense que c'est là que ça commence à être intéressant. Ce qu'on connaît déjà, c'est connu. Donc ce n'est plus une aventure, ça n'est plus à explorer, ça n'est plus l'inconnu. Donc vos spectacles demandent beaucoup d'exigence, hein, de concentration quelque part. Ça, je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Je sais pas. Chez d'autres, ça procure une excitation, chez d'autres, peut-être un ennui, parce que c'est trop calme. Ça produit forcément quelque chose. Non, mais bien sûr que l'exigence que je mets dans le travail peut occasionner des refus, et a occasionné beaucoup de refus. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec le temps, ce qui a été inacceptable est devenu objet d'admiration même. Mm. Je suis plutôt étonné du nombre de spectateurs qui demandent à voir ces spectacles, sachant très bien que ce ne sont pas des spectacles au terme qui correspondent à ce terme comme on l'emploie d'habitude. Donc c'est une exigence supplémentaire et c'est très émouvant pour moi de voir justement qu'il y a quand même un très grand nombre de gens qui suivent ces expériences. Il faut dire que j'ai toujours été beaucoup aidé par le Festival d'automne, Oui. qui fait des programmations très, très courageuses et qui, dès le début, Michel Guy, dès son arrivée, c'est lui qui a inventé le Festival d'automne, et dès la première année, il m'a demandé de faire un spectacle. Et depuis, je pense que j'ai été presque à toutes les rentrées. J'avais un spectacle dans le Festival d'automne, il me semble, ou à très peu de choses près. Merci pour tout, monsieur Régis, hein. Ben, ouais, j'avais oublié qu'il y avait une image.